Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le journal télévisé de 19h30 sur BNews One. Dans l'actualité, ce soir, on se plaint de l'ambiance dans les ateliers de couture, généralement très sollicités à l'approche du 8 mars. Pour le moment, les couturières se disent partagées entre l'espoir et le doute. Au Proche et Moyen-Orient, à l'étranger, la situation tendue entre Israël, l'Iran et les États-Unis suscite des réactions en Afrique. Le contenu des messages dévoilés jusque-là met en surface les condamnations, les appels à la retenue et des positions diplomatiques très nuancées. Voilà pour les titres, les détails dans un tout petit instant. Nous portons un intérêt particulier à l'ouverture de ce journal sur l'ambiance dans les ateliers qui ont l'habitude de coudre donc l'épargne du 8 mars. À quelques jours de la Journée internationale de la femme, on nous dit que l'ambiance est morose dans les ateliers de couture. On observe à la fois l'absence de pagne et le très peu d'engouement pour les clients qui rendent visite aux couturières. Image captée à Yaoundé, commentée par Lucien Bala. Dans cet atelier de couture situé en Vokmbi, Rogri Gendeko travaille depuis 6 h du matin. Les yeux rivés sur sa machine, il se presse de livrer les commandes de quelques clientes venues attendre sur place. C'est bien vrai que nous sommes sous pression parce que le 8 mars, le compte à rebours a commencé. Nous sommes le lundi, c'est dans quelques jours. Bon, c'est qu'on a un souci, c'est parce que actuellement le pain est en train de manquer. Il y a la rupture de pain, ce qui fait en sorte que les pains sont devenus très chers sur le marché. Dans cet autre atelier, les couturiers sont à l'œuvre, la clientèle répond présente, mais le pagne, lui, est quasiment absent. Oui, il y a beaucoup d'affluence. Seulement, nous avons un sérieux problème de matériel, le pagne qui manque. Quand on demande le pagne coûte pratiquement 20 000. Et là, on ne s'en sort pas entre la demande et l'offre, ce qui est disponible. Nous sommes obligés de jongler entre les 3 yards et mélanger avec d'autres tissus. Non loin de là, cette couturière déplore le manque de clientèle dû également à l'absence du pagne. Pour le moment, pas d'affluence parce qu'il manque le pain sur le marché. Les femmes se rendent compte que le pain est cher. On nous laisse le pain à 20 000 francs, le dernier prix pour le marché. On ne sait pas comment on peut s'en sortir. Pour suivre ça, nous sommes obligés de faire le mixage, quoi. Acheter le bazin, les satins, les dentelles pour essayer un peu de faire le mixage pour que la femme aille fêter. Si certains ateliers se plaignent de l'absence du pagne, d'autres ont pu anticiper l'épineux problème en se ravitaillant le plus tôt possible pour éviter toute pénurie. Quelques femmes qui viennent là pour chercher l'habit. Du côté du pagne, on a eu la chance de nous rendre à la maison mère à temps. Parce que le 8 mars, c'est quelque chose qui se prépare à l'avance. Donc c'est avec ces pagnes-là qu'on essaye de satisfaire toutes les femmes. Au sein de ces ateliers de couture, la pression monte à quelques jours de la fête. Les couturiers espèrent l'amélioration du climat des affaires pour éviter les pertes. Les préparatifs du 8 mars sont donc à plusieurs vitesses. En tout cas, la 41e édition de la Journée internationale des droits de la femme, telle que cela se fait sur le terrain, suscite des réactions très contrastées. Les perceptions divergent sur l'origine même de cette fête. Monique Bamio. Dans les rues, le 8 mars ne laisse pas indifférent. Officiellement reconnu par les Nations Unies, depuis 1977, cette journée dédiée aux droits des femmes revêt des significations bien différentes selon les populations. Pour certaines femmes rencontrées, c'est avant tout un moment de revendication. La journée internationale de la femme est une journée où la femme doit se détendre, elle doit se défouler, elle doit s'amuser. Raison pour laquelle on a dit Journée internationale de la femme. D'autres y voient surtout une opportunité de liberté. C'était avant que les femmes prenaient ça et faisaient du n'importe quoi. Donc pour ma part, de nos jours, les femmes ont compris. Donc chacun fait, mais tout le monde s'abstient. Avant, les femmes faisaient beaucoup de choses. Sortir, boire,
Rentrer tard, maintenant ce n'est plus ça. Mais tous ne partagent pas cet enthousiasme. La journée internationale, pour moi, avant je l'aimais bien. Mais depuis un certain temps, ça passe maintenant inaperçu. Trop de féminicides dehors, les viols, comment je peux m'expliquer? Vous allez voir un monsieur qui tue même sa femme, on l'arrête, on l'enferme. Tout ce qu'on peut lui demander, c'est de payer 52 000. Vraiment, ça fait froid au dos. On se rend compte que nous, femmes, nous sommes abandonnées à nous-mêmes. Entre espoir de changement et scepticisme, la journée cristallise attente et frustration. Pour beaucoup, au-delà des discours et des célébrations, l'enjeu reste le même, transformer les promesses en actions durables, bien au-delà d'une date symbolique. En prélude à la célébration de la 41e Journée internationale de la femme, le ministère des Domaines a organisé ce jour une conférence et débat stratégique et les échanges ont montré que l'accès équitable à la propriété foncière est un levier essentiel à l'émancipation des femmes. Larissa Liken. C'est dans cette salle de conférence que l'équipe Focal Genre au ministère des Domaines, du Cadastre des Affaires foncières a marqué un temps d'arrêt autour d'une conférence et débat pour épiloguer sur le statut de la femme dans les affaires foncières et domaniales. La rencontre, qui s'inscrit dans une dynamique gouvernementale globale d'intensification des activités en prélude du 8 mars, a porté sur un sous-thème « L'accès équitable des femmes à la terre et à la propriété foncière, levier de justice sociale et d'autonomisation ». Catégorie des femmes. En ce qui concerne l'autonomisation des femmes en matière foncière, nous nous sommes appesantis sur les droits des femmes. Parce que le droit d'accès à la terre et les droits de propriété, et surtout en termes de justice, la justice en matière foncière, notamment en ce qui concerne les couches défavorisées, que constituent les veuves, les femmes célibataires, non mariées, les jeunes filles, les orphelins, pour essayer de voir dans quelle mesure est-ce que leurs droits fonciers sont autonomisés. Les travaux rythmés par des exposés ont permis de dresser un état de lieu des barrières qui entravent au quotidien l'accès des femmes à la terre. Ceci, malgré un cadre législatif évolutif. En réalité, il est question de simplifier les procédures de sécurisation foncière pour les femmes et les filles. L'autonomisation, nous avons également évoqué un autre volet d'autonomisation qui concernait l'autonomisation émotionnelle et psychologique, parce que le tout va ensemble. Une femme qui est autonome psychologiquement ne va pas brader ses propriétés foncières, parce que lorsqu'on a propriété foncière, le but c'est d'en jouir pour pouvoir garantir l'autonomie de la femme. Et cette autonomie permet à la femme d'être indépendante et de pouvoir s'assumer, de pouvoir participer librement dans le commerce, de pouvoir participer librement à l'agriculture, de pouvoir jouir et disposer de ces terres de la manière la plus absolue. Autant le dire, sécuriser les droits des femmes réduit les conflits familiaux et communautaires tout en boostant la productivité agricole nationale. La conférence débat de ce 2 mars renforce ainsi le maillage des sensibilisations administratives, confirmant alors que cette 41e édition de la Journée internationale de la femme se veut résolument tournée vers des actions concrètes pour une justice plus sociale. Le Cameroun se prépare donc à célébrer, certainement avec faste et solennité, la Journée internationale de la femme, qui est placée cette année sous le thème « Droit, justice, action pour toutes les femmes et les filles ». Tout de même, l'actualité récente nous renvoie à un souvenir plutôt sombre et triste. Il s'agit de la recrudescence des féminicides. Christian et Loulou. Droit, justice, action. Le thème 2026 de la Journée internationale des droits des femmes, adopté en alignement avec les Nations Unies, se veut mobilisateur. Mais au Cameroun, ces 3 mots résonnent douloureusement à la lumière des multiples cas de féminicides enregistrés ces derniers mois. Des femmes tuées par leurs conjoints, ex-conjoints ou partenaires, des vies fauchées dans un contexte de violence conjugale, de jalousie maladive ou de conflits mal gérés. Derrière chaque statistique, il y a un visage, une famille brisée, des enfants laissés sans mère. Peut-on, dans ce cas, parler de droit quand certaines femmes ne sont pas en sécurité dans leur propre foyer? Peut-on évoquer la justice quand des victimes avaient parfois alerté sans être suffisamment protégées? Peut-on appeler à l'action sans remettre en question nos silences collectifs?
Les féminicides ne sont pas de simples faits divers, ils sont l'ultime manifestation d'un continuum de violence, humiliation, menaces, coups, contrôle économique, isolement. Et tant que ces signaux d'alerte ne sont pas pris au sérieux, les drames continueront. Certes, le cadre légal existe, les violences sont réprimées par la loi, mais l'enjeu aujourd'hui dépasse la sanction. Il s'agit de prévention, de sensibilisation, d'éducation des jeunes garçons au respect, d'accompagnement des victimes et de protection effective. En cette veille de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, le Cameroun ne peut se contenter de célébrer. Il doit regarder la réalité en face. Droit, justice, action. 3 mots qui en 2026 sonnent comme une exigence vitale, car garantir les droits des femmes, c'est d'abord garantir leur droit fondamental à la vie. Un autre événement qui se prépare au Cameroun, c'est bien la visite annoncée du pape Léon XIV. Ce sera du 15 au 18 avril prochain. Et pour s'assurer de l'état d'avancement des préparatifs de cette visite pastorale, vous le voyez en image, le ministre de l'Habitat a convoqué une séance de travail aujourd'hui même. Célestine Kecha-Cortez a voulu s'assurer que les infrastructures urbaines sont prêtes à accueillir le souverain pontife et sa délégation. La réunion visait à garantir la mobilité urbaine avec des itinéraires fluides et dégagés pour le cortège papal. Assainissement, le volet assainissement, c'est-à-dire la propriété exemplaire des voiries et des lieux de passage. Il y avait également l'embellissement des villes hautes pour refléter l'image de marque du Cameroun. Et à cette séance de travail, il y avait les maires des villes concernées, les chefs d'entreprise et les collaborateurs du ministre de l'Habitat pour faire un point de situation sur les projets de réhabilitation des voiries urbaines. Et enfin, Madame Célestine Kecha-Cortez a voulu savoir si les chantiers progressent effectivement conformément aux exigences liées à cet événement exceptionnel. Et à la fin de cette réunion, Madame Célestine Kecha-Cortez s'est prêtée à faire une déclaration à la presse, déclaration dans laquelle on a semblé percevoir sa satisfaction sur la base de la remontée des informations qu'elle reçoit du terrain et des échanges avec les maires. Nous allons la regarder. Il s'agit pour nous, au Mindu, plus que tout se joue au niveau local, pour ces 3 heureuses villes qui ont été sélectionnées pour accueillir la visite papale, d'évaluer leur niveau de préparation, de voir quels sont les points critiques pour qu'ensemble, de manière réaliste, nous puissions rapidement lever les points critiques. Nous avons examiné tous les points critiques dans les différentes villes. Nous nous sommes engagés à ce que les travaux, sur la base du réalisme, nous sommes en début d'exercice budgétaire, que les choses qui doivent être faites commencent dès demain, parce que nous avons 25 jours. Au 25 ou au 30, nous devons être en situation de répétition parce que nous sommes prêts à accueillir le pape. Afin que, rendu au Cameroun, que le pape se rende compte de ce que le Cameroun est un pays béni et que c'est un pays où il fait bon vivre, où l'environnement est sain. Le chef-lieu de la région du Nord-Ouest, Bamenda, va accueillir la visite du pape et à la séance de travail de ce lundi avec le ministre de l'Habitat, eh bien, il y avait le maire de Bamenda qui a profité de cette occasion-là pour faire le point des activités menées pour préparer la visite et surtout relever quelques défis auxquels il est confronté. Nous regardons le maire de Bamenda au micro de Lucien Bala. Qui se trouve à Bamenda, c'est les travaux. Vous savez que Bamenda vient de sortir d'une crise politique et économique. Bon, je peux vous assurer que ça fait un peu de 10 ans que l'aéroport de Bamenda ne marche pas. On a fait tout ce qu'on peut faire et il y avait le premier avion Cameco qui a été atterri à Bamenda et a fait ça en succès. L'aéroport de Bamenda est prêt pour accueillir le pape. Donc, ce qui nous dérange un peu maintenant, c'est la route entre l'aéroport et le hospital Runabout. Donc, c'est ça que je viens de demander au Madame le ministre, que bon, il faut qu'elle fasse quelque chose, parce que j'ai passé la barre, c'était calme, c'était
samedi et dimanche, et les travaux n'avancent pas. Au port autonome de Douala, le directeur général multiplie les descentes sur le terrain pour accélérer la transformation de la plateforme portuaire. Le PAD, c'est l'abréviation du port autonome, entend renforcer sa compétitivité et s'imposer comme un acteur majeur dans le golfe de Guinée. Pour en savoir plus, nous retrouvons Luc Biga qui commente les images de Joël Ejang à Douala. Inspection de travail, casque de chantier visé sur la tête, au port autonome de Douala-Bonaberi, rien n'est laissé au hasard. Pour le compte de l'État du Cameroun, plusieurs chantiers structurants sont en cours. À la manœuvre, le directeur général du port autonome de Douala, déterminé à suivre personnellement l'évolution des ouvrages. Objectif, s'assurer du respect des délais, de la qualité des travaux et de l'impact réel sur la performance portuaire. Nous sommes sur le site de construction de silos de stockage de céréales. C'est un projet qui est réalisé avec un partenaire privé qui est en train de construire cette superstructure qui va accueillir du blé, du maïs et beaucoup d'autres céréales pour la sécurité alimentaire de notre pays. Et je voudrais rappeler que c'est l'un des ouvrages que le chef de l'État a annoncé en 2011. Parce que quand on parle d'ouvrages d'acconage, il s'agit de superstructures qui permettent d'accueillir des marchandises de toutes sortes. Au-delà des infrastructures d'acconage, la visite met l'accent sur des projets de réhabilitation et les travaux neufs engagés pour moderniser la plateforme portuaire. Des investissements stratégiques destinés à fluidifier les opérations, renforcer la compétitivité et améliorer l'accueil des navires. Nous avons également visité les chantiers routiers parce que nous avons entrepris de développer la zone aval du port pour essayer d'ouvrir des espaces de mobilité pour ceux qui s'installent dans le port. Parce que vous savez, l'un des objectifs de performance opérationnelle, c'est le temps de passage portuaire. S'il n'y a pas de voie de circulation, bien évidemment, il y a des retards pour la sortie du port. À côté de cela, nous avons entrepris, comme autre ouvrage d'acconage, la construction d'un 4e quai pour le terminal à conteneurs. Ce 4e quai va augmenter les capacités de manutention au niveau de cette installation portuaire. Autre étape majeure, l'immeuble siège de la RTC, vitrine du savoir-faire local et symbole d'une expertise nationale appelée à rayonner. Nous avons visité également l'immeuble siège de la RTC qui est en construction. Cet immeuble, le projet a été décidé parce que justement nous voulions bâtir un symbole qui traduit notre capacité à prendre nos propres choses en main, notre destin en main, et de montrer qu'on peut réaliser des choses importantes tout aussi bien que les autres. Cette nouvelle descente sur le terrain confirme une ambition assumée, hisser le port autonome de Douala-Bonaberi au rang des ports de référence en Afrique, notamment dans le golfe de Guinée. Modernisation des infrastructures, montée en puissance logistique et vision stratégique affirmée, le port autonome de Douala veut s'imposer comme un maillon incontournable du commerce sous-régional et international. Allons à l'étranger dans cette édition du journal télévisé. Face à la dégradation rapide de la situation sécuritaire au Proche et au Moyen-Orient, le gouvernement camerounais appelle ses ressortissants à la prudence. Dans un communiqué rendu public, le ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures chargé de la coopération avec le Commonwealth, M. Félix Mbayou, invite les Camerounais vivant dans les régions en difficulté à faire preuve de la plus grande vigilance. Cela nous est rapporté dans ce reportage de Fabiola Chama. Depuis plusieurs jours, les tensions entre l'Iran et les États-Unis ont évolué vers une confrontation directe. Des frappes aériennes ont été menées conjointement par Washington et Israël sur le territoire iranien. En représailles, Téhéran a lancé des tirs de missiles contre Israël et plusieurs États du Golfe accueillant des intérêts militaires américains, notamment le Qatar, Bahreïn, le Koweït, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. Cette escale transforme une crise diplomatique en affrontement armé aux conséquences incertaines. La présence de bases militaires étrangères, d'infrastructures énergétiques stratégiques et de voies maritimes sensibles expose indirectement
notamment plusieurs pays du Golfe, alimentant les craintes d'un embrasement régional susceptible d'affecter les populations civiles et les communautés étrangères. Dans ce contexte, Yaoundé recommande à ses ressortissants de se conformer aux consignes locales relatives aux alertes et aux abris, de limiter les déplacements non essentiels et d'observer toute restriction temporaire imposée par les autorités. Le ministre exhorte également les Camerounais à faire preuve de retenue et de calme et à rester en contact régulier et permanent avec les représentations diplomatiques et consulaires. Le ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures assure que les ambassades du Cameroun à Tel Aviv, à Riyad, compétentes aussi pour le Bahreïn, le Koweït, Oman, le Qatar et les Émirats arabes unis et au Caire, ainsi que les consulats généraux à Jeddah et à Dubaï demeurent opérationnels et joignables par téléphone et par courrier électronique. En parallèle, une cellule de veille a été activée à Yaoundé pour assurer le suivi quotidien et constant de la crise. Elle centralisera les informations, coordonnera les réponses diplomatiques et servira de point de contact pour les familles au Cameroun. Des numéros téléphoniques et une adresse électronique dédiée ont été rendus publics. Sans se prononcer sur le fond du conflit, les autorités camerounaises privilégient une approche de diplomatie préventive centrée sur la protection des ressortissants. Dans un environnement régional marqué par une forte volatilité sécuritaire, Yaoundé cherche à anticiper tout impact potentiel sur ces communautés expatriées. La page sportive du 19h30 sur BNews One à l'approche des échéances de ce mois de mars. Le sélectionneur national des Lions Indomptables a choisi d'aller regarder de près ce qui se passe dans notre championnat local afin de pouvoir trouver des joueurs. Vous le voyez, du 6 au 10 mars prochain, Yaoundé va vibrer au rythme d'un stage spécial dédié exclusivement aux joueurs locaux. Le programme s'annonce intensif entre tests physiques rigoureux, séances tactiques et évaluations psychologiques. Les joueurs sélectionnés devront prouver qu'ils ont l'étoffe pour intégrer le groupe principal. L'objectif pour David Pagou, le sélectionneur national, est d'identifier les profils capables de franchir le palier du haut niveau et de supplier, voire de bousculer la hiérarchie établie. Et à l'issue de ce stage, le 10 mars, les meilleurs éléments pourraient voir leur nom figurer sur la liste finale pour les matchs officiels de la trêve internationale. David Pagou joue ici une carte audacieuse, celle de l'identité retrouvée. Si le pari réussit, il pourrait bien redessiner durablement le visage de la sélection nationale. Un signal fort qui est envoyé là par le technicien camerounais. La méritocratie n'a pas de frontières et le talent se trouve aussi sur nos pelouses de Lituanie. Longtemps restés dans l'ombre des professionnels évoluant en Europe, les joueurs du championnat local retrouvent enfin une considération concrète. En convoquant ses forces vives, David Pagou répond à une attente populaire, celle de voir le maillot vert ou jaune porté par ceux qui connaissent la ferveur et les réalités du football camerounais au quotidien. La Fédération camerounaise de bodybuilding et fitness vient de tenir son assemblée générale à Yaoundé. La famille du culturisme a renouvelé sa confiance à Achille Balemagna, un vote massif qui sonne comme un appel à la discipline, à l'excellence et à l'aube de chantiers historiques. Seul candidat à sa propre succession, heureusement, Achille Balemagna a été plébiscité par 30 voix pour contre un seul bulletin nul. Ce score de 97% lui confère une légitimité incontestable pour présider aux destinées de la FECABOF pour un nouveau mandat de 4 ans. Le calendrier des 4 prochaines années s'annonce particulièrement dense. Le chantier le plus emblématique est sous conteste l'organisation des championnats du monde de bodybuilding. Une première dans l'histoire du pays en termes africains qui place le Cameroun sous les projecteurs de la scène internationale. Nous allons maintenant partager, si vous le voulez bien, la réaction de Achille Balemagna juste après sa réélection. Ouais, c'est une satisfaction. Après le travail abattu, après tout ce temps, ça ne fait que plaisir de se faire aider, surtout que les chantiers sont énormes. Ce qui attend, ce n'est pas que joie.
On a les championnats du monde qui sont en cours, on a beaucoup de chantiers en cours, on a des infrastructures à parfaire, on a toutes choses qui doivent se mettre en place. Donc ce n'est que l'acharnement qui doit se mettre au travail et de magnifier les mots de temps du ministre, à inciter les différents collaborateurs à se mettre au travail, à croire que tout n'est pas acquis. Plus on monte, plus il faut s'activer pour faire ce qu'il faut. Que le travail continue d'être d'envergure et qu'on continue à monter en puissance. La portée de la discipline est très grande. Vous savez, rien ne se fait sans discipline. Dans une société, il faut toujours des gens disciplinés pour que les choses aillent bien. Quand il n'y a pas de discipline, quand tout le monde peut faire ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, ça ne marche pas. Il faut mettre de l'ordre dans le sport au Cameroun. C'est tout ce qui empêche au sport d'avancer parce que il y a des égos qui naissent, il y a des personnes qui croient être à même de faire des choses. Quand on est dans un endroit hiérarchisé, il faut suivre la hiérarchie, il faut marcher selon les principes. Et moi, étant officier gendarmerie, je crois que mon travail fondamental se base sur la discipline. Partout la discipline, il y a évolué. Cérémonie du Ballon d'Or 2025, il y a quelques jours au Palais des Congrès de Yaoundé, plusieurs acteurs clés de la saison 2024-2025 ont été célébrés sur les hauteurs du mont Kolonyada à la hauteur de leur talent. La cérémonie s'est bouclée avec la distinction du jeune attaquant de Gazette. Il s'agit de Serge Laura, qui a été sacré Ballon d'Or camerounais 2025. Au total, 19 athlètes ont reçu des trophées, toutes catégories confondues. Voyons tout cela avec Fonampek. Les meilleurs acteurs du football camerounais de la saison sportive 2024-2025 étaient au firmament ce vendredi 27 février lors de la cérémonie officielle du Ballon d'Or camerounais au Palais des Congrès de Yaoundé. Au total, 19 athlètes ont reçu des trophées toutes catégories confondues, en présence d'un parterre d'invités, au rang desquels la première dame Chantal Biya, du président de la Fédération camerounaise de football, de plusieurs membres du gouvernement, ainsi que des représentants diplomatiques accrédités à Yaoundé. Serge Dora a décroché la récompense la plus convoitée. L'attaquant de 19 ans a été sacré Ballon d'Or camerounais 2025. Le sociétaire de Gazelle FA a également été élu meilleur buteur avec 15 buts et meilleure révélation de la saison sportive 2024-2025. Grand artisan de la 3e place de son club, il dévance Boris Voumoué Sanke Conrad. Le Ballon d'Or 2025 succède à Chindo John Bosco. Pour la première fois dans l'histoire de la récompense, le lauréat repartit avec un automobile et aussi une prime de 5 millions de francs CFA, plus un terrain de 500 mètres carrés. Chez les dames, la distinction est revenue à Lise Frechtiwa de Léquier. Après le prix de meilleure révélation la saison dernière, l'avancement du champion du Cameroun en titre a aussi remporté cette année le soulier d'or 2025 de la Guinée Super League avec 22 buts plantés. En dehors de Serge Dora et de Lise Frechtiwa, 17 autres acteurs du football local camerounais ont été distingués au cours de cette saison. Les prix de meilleur gardien ont été remportés par Idriss Onfor Fina de la Colombe chez les messieurs et Chantal Kalisnga de Amazon Fab chez les dames. Si chez les messieurs, c'est le Ballon d'Or Serge Dora qui a aussi été sacré meilleure révélation de l'année, chez les filles, la récompense est revenue à Mylène Yolande Zoua, coéquipière de Lise Frechtiwa. Les prix du plus beau but de la saison ont été remportés par Ulrich Mpek de Dynamo chez les messieurs et Ornella Molu de Vision Academy chez les dames. Il est à noter que ce sont les deux Ballons d'Or qui ont aussi décroché les prix de souliers d'or de leurs championnats respectifs. Pour ce qui est des techniciens, les champions ont été logiquement récompensés. Stéphane Jana, champion avec l'équipe 2025, a été sacré meilleur entraîneur de la Guinée Super League, tandis que Richard Toa de Colombe l'a remporté en Elite One. Notons que le sélectionneur des Lions indomptables David Pagou a lui aussi reçu un prix. Il a été récompensé pour son parcours à la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Les arbitres n'ont pas été lésés lors de cette cérémonie qui célébrait l'excellence. Tandy Innocentia et Priska Yepe ont été respectivement sacrés meilleur arbitre central et meilleur arbitre assistant de la Guinée Super League, tandis que Abdou Mefiré et Charles Tiquet ont été aussi récompensés chez les messieurs. Une cérémonie riche en émotions qui a récompensé l'excellence du football camerounais en 2027. Nous arrivons à la fin de cette édition du journal télévisé sur BNews One. Ne l'oubliez pas, nous sommes sur canal 520, sur canal SAT. Et puis, vous pourrez retrouver ce journal sur nos plateformes numériques, YouTube et Facebook. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur BNews One. À demain.